Salut à tous, bienvenue sur le stream, merci d'être là. Aujourd'hui, on attaque la saison 2021 des Meetup professionnels. On va commencer avec Frédéric Purial et la société Art of Corner et un très beau sujet qui est la photogrammétrie. On va parler captation d'environnement, photoréalisme, on va parler intégration dans une simulation XR. Et on va voir un peu quelles sont toutes les possibilités d'application de cette techno et surtout comment est-ce que c'est fait aujourd'hui d'un point de vue professionnel, notamment dans les domaines culturels. Donc on va aller rejoindre Cédric et Frédéric qui sont avec moi. Bonjour messieurs. Hello. Bonjour, oui. Vous allez bien? Impeccable. Nickel, nickel. Hop. Et toi? Eh ben écoute, ça va très très bien. Ravi de reprendre les streams pro et les meet-up. Et puis on a un beau sujet pour attaquer. Donc ça c'est quand même vraiment la bonne nouvelle. Parce que on a des gens sympathiques, puis un beau sujet. Ça prévaut d'une belle année pour le professionnel, la VR et la web TV. Voilà. Tout à fait. Et on en profite effectivement pour re-souhaiter bien évidemment les meilleurs vœux à tous les professionnels du secteur qui nous regardent bien sûr. Et effectivement, on nous dit dans le chat, le timing, c'est la marque ETR. Ouais, ça fait pas partie des bonnes résolutions de l'année. On est désolé, mais un jour, on y arrivera. Pour de vrai, ça c'est pour la version après bêta, en mars. Voilà, on essaiera à ce moment-là d'être à l'heure. Et ben, je propose qu'on attaque. Frédéric, parle-nous un peu de toi, de ce que tu fais, et puis Oui. Je vais te laisser la main. Très bien, très bien. Ben, merci beaucoup, Louis, pour cette invitation. Merci, Cédric. Hunter the Rift, on en parlait tout à l'heure, on est presque des précurseurs de la VR depuis déjà presque 2016 et avant pour Nick, le fondateur historique d'Hunter the Rift. Donc, merci de cet échange et c'est vraiment un plaisir de partager avec vous sur cette technologie qui est la photogrammétrie appliquée à la VR. Alors, je vais vous faire un tour d'horizon assez large. Hein. Là, j'ai un peu de temps pour me présenter, pour présenter l'entreprise déjà qui va sur sa 5e année. Vous parlez de la techno, des projets passés, des projets en cours et des projets futurs. Et également évoquer avec vous les perspectives très intéressantes de la photogrammétrie, essentiellement dû au fait du dernier smartphone de l'iPhone 12 Pro, qui est le premier smartphone équipé d'un lidar qui montre bien l'intérêt des grandes structures comme Apple à la 3D. Parce que je pense qu'il y a un vrai tournant aujourd'hui sur la 3D et des outils, surtout des outils mis à disposition au grand public et aux professionnels. Parce que là, on a affaire vraiment à des outils très, très perfectionnés qui nous intéressent énormément pour le sujet qu'on va aborder ensemble. Donc, voilà, Frédéric Purial, Art of Corner, j'ai créé cette société en 2016. Je vais vous parler un peu de mon historique. Je ne suis pas un technicien pur. Vraiment, moi, mon approche est plutôt type chef de projet. J'ai beaucoup travaillé sur du projet en SS2I, mise en place de logiciels, progiciels dans des groupes industriels. Donc, ce qui m'intéresse, c'est dans un premier temps la gestion de projet. À titre perso, je me suis intéressé assez tôt à la photogrammétrie, mais la photogrammétrie prise indépendamment. Je me suis vraiment intéressé à cette expérience de la modélisation, qui m'a vraiment, encore une fois, à titre personnel, je me suis beaucoup formé et auto-formé à ce sujet. J'étais vraiment, même déjà depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, je me suis intéressé à ces logiciels qui permettaient de modéliser de l'objet à partir de photos. La création, pour en revenir à la création d'Art of Corner, l'idée, c'est la combinaison entre la photogrammétrie et la VR. Cette idée est simple, elle m'est venue, voilà, pourquoi ne pas faire cette combinaison entre ce que permet la photogrammétrie, c'est-à-dire la création de modèles 3D à partir de photos, et de traiter ce résultat et de l'intégrer dans une expérience de réalité virtuelle. Alors là, il faut parler de l'époque 2015-2016. À ce moment-là, on travaillait sur l'Oculus DK1 et DK2. Aucun autre casque n'était disponible. Donc, je dirais que nos premières armes, on les a fait sur du matériel qui n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, puisque l'évolution en 4 ans de temps a été vraiment fulgurante.
on travaillait sur des outils qui donnaient beaucoup la nausée, quoi. Faut le dire. Ceci dit, les résultats étaient vraiment très intéressants parce que finalement, le grand public, déjà les développeurs, puisque le DK1, comme son nom l'indique, c'était le développement kit 1, DK2, développement kit 2. Donc on s'adressait, en tout cas Oculus, s'adressait à des développeurs déjà. Mais je dirais, exactement, on commençait à percevoir déjà un potentiel très intéressant. Mes premières expériences, et je n'ai pas changé mon fil conducteur depuis 2016, a été de travailler sur cette idée de photogrammétrie appliquée à la VR. Je n'ai pas voulu, malgré la vidéo 360, malgré la photo 360, malgré d'autres techniques, je n'ai pas voulu m'écarter de cette voie et de cette technique qui est la photogrammétrie appliquée à la VR. C'est-à-dire que quand j'ai découvert, comme beaucoup d'autres, l'Oculus Rift ou le Vive ou le HTC Vive fin 2016, grosso modo, j'ai découvert en même temps un outil extraordinaire pour vivre des expériences immersives, et j'ai tout de suite créé du contenu en partant de cette techno. Voilà. Donc je dirais que le point de départ, vraiment le point de départ, ça a été un prototype créé en 2016 qui m'a permis de reconstruire un atelier de peintre. Voilà. Le peintre Maurice Utrillo qui a son... Je vais vous partager quelques images peut-être d'ores et déjà. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je rappelle les principales caractéristiques. Donc ça, j'ai évoqué cette spécialité de contenu VR volumétrique avec rendu photographique. Cette expérience, vous le voyez dans la petite icône, dans la petite image sur la gauche, l'atelier du peintre Trio. Cette expérience a été créée en 2016. Elle a été financée en partie par la BPI, donc qui m'a aidé à construire cette expérience. Et j'ai fait ce travail de photogrammétrie dans cette pièce qui est issue du musée de Montmartre, rue Cortot à Paris, dans le quartier de Montmartre. Voilà, les propriétaires du musée en question m'ont autorisé à réaliser ce travail. Et j'ai pu faire cette première réalisation il y a déjà 4 ans, qui m'a permis de poser les bases de cette technologie qui est la photogrammétrie appliquée à la VR. Alors, c'est important vraiment de rappeler que c'est un travail immense que d'aller dans cette direction, un travail très très méticuleux, très très rigoureux, qui demande énormément de compétences, des compétences en photographie, mais derrière des compétences en infographie, en développement, connaissance des différents moteurs, évidemment. Donc, je dirais que c'est pas simple d'associer toutes les compétences les unes après les autres pour déboucher sur une expérience qui, je dirais, soit exploitable et jouable. Le premier point, vraiment le premier point, c'est la photo. Que ce soit sur l'atelier du peintre Trio ou l'atelier du sculpteur Bourdelle, il y a des milliers de photos qui sont prises dans l'un ou dans le premier cas ou dans le second cas. Je vais vous dérouler une petite vidéo qui va vous montrer pour cet atelier du peintre Trio. Là, si vous voyez bien le retour écran, vous voyez le mesh en fait, le modèle 3D de l'atelier sur une vue extérieure. Chacun des cônes que vous voyez, des cônes blancs, représente une photo, une prise de vue. Donc vous voyez ici l'ensemble des points de vue pris et des photos prises. Encore une fois, je vous le rappelle, complètement manuellement. Manuellement. Est-ce que tu peux nous ce travail-là est complètement manuel. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas la techno et le fonctionnement de la techno de la photogrammétrie, grossièrement, qu'est-ce que c'est voilà. Comment on fait en fait pour passer d'une photo à un modèle, à un mesh en fait, à un modèle 3D du coup? Exactement. Alors, effectivement, je pense que le point de départ, c'est de reprendre un peu les basiques. Et vous avez raison de me rappeler alors. L'idée de la photogrammétrie, c'est d'associer un grand nombre de points de vue d'un même objet grâce à un logiciel
qui va reconstruire ce modèle 3D avec la texture photoréaliste. Voilà, vraiment en deux mots. En deux mots, ce qu'est la photogrammétrie. Donc, on peut appliquer la photogrammétrie à un objet. Si on tourne autour d'un objet, si on le prend de différents points de vue, avec un nombre de photos suffisant, on va pouvoir en tirer un objet 3D. Voilà. Donc, et l'objet 3D est photoréaliste. C'est-à-dire que là, on est dans une approche complètement, on va dire, manuelle par rapport à une approche complètement infographique qui va permettre à un infographiste sur un logiciel comme Maya ou autre de construire le même objet, mais en CGI, enfin, en infographie pure. Voilà. Là, on a une approche, on va dire, complètement manuelle et réaliste. Donc en fait, on est vraiment sur un travail de photographie à la base, quoi. Effectivement, le premier travail, et là vous le voyez dans cette pièce, c'est que là vous avez le modèle 3D issu de la photogrammétrie. C'est d'abord un travail de photographe, effectivement. Alors sans être un grand photographe, cela nous permet déjà, en respectant une certaine méthodologie et, comme je le disais tout à l'heure, pas mal de rigueur, cela permet de reconstruire un objet. Je considère un lieu comme un objet. Je considère un objet comme une chaise, une table, un pot de peinture, peu importe, comme aussi un objet. Simplement, la méthodologie et l'approche de captation sera différente d'un objet tel qu'on peut le manipuler ou d'un objet de type lieu. Voilà. Là, on a affaire, et ce que je vous ai présenté à l'instant, on a affaire à un lieu, donc la méthodologie de captation sera complètement différente de la méthodologie de captation d'un objet d'un faible volume autour duquel on pourra tourner. Quels sont les pires ennemis du coup de la photogrammétrie parce que là comme ça en tête, j'ai la notion d'objets qui vont bouger, la notion d'ensoleillement, enfin là en l'occurrence avec une pièce typiquement, effectivement les ombres bougent également. Parce que on va juste rappeler du coup peut-être avant de passer aux différents ennemis effectivement que sont les tiens du coup au quotidien, peut-être en fait comment le soft fait et là basiquement en fait c'est tout simplement de la triangularisation du coup qui est faite. C'est ça, grosso modo, oui. Le logiciel, bon, plusieurs logiciels de photogrammétrie existent sur le marché, donc il y a déjà un travail de benchmark à faire sur tous les softs existants. On a travaillé sur du Photoscan, sur du Remake, sur différents logiciels de chez Autodesk. Aujourd'hui, le meilleur logiciel du marché, à mon sens, je peux me tromper, mais reste Reality Capture de l'éditeur Capturing Reality. Et voilà, eux ont des algorithmes de triangulation qui permettent de repositionner chaque photo à son point d'origine de captation et de telle façon à reconstruire dans son intégralité un objet. Donc on a également effectivement à disposition des logiciels de photogrammétrie de plus en plus puissants par rapport à il y a quelques années. Je dirais qu'encore une fois, on a cette chance d'avoir une techno de type VR de plus en plus performante, avec des performances grandissantes et des coûts de plus en plus faibles, avec des résolutions, de la visualisation de plus en plus fine. On a des machines, des PC de plus en plus puissants en termes de cartes graphiques. On a des logiciels de plus en plus performants en termes de traitement d'image qui permettent d'une captation et la captation d'objets plus en plus efficace, même si, comme tu le disais tout à l'heure, Cédric, effectivement, il y a des ennemis à la photogrammétrie. Et on s'en est rendu compte dès le début. C'est-à-dire que trop de variations de lumière, cela reste un problème. Il faut que la lumière soit stable du début à la fin d'une captation, surtout sur un lieu. Effectivement, si les ombres apparaissent, si des lumières apparaissent, on aura des photos avec des contrastes ou des luminosités différentes, donc ça viendra perturber le traitement. Donc on doit faire attention à la lumière, on doit faire attention à la réverbération, à la transparence, à quel type d'objet, quel type d'environnement. Je dirais que chaque sujet est vraiment différent l'un de l'autre. Chaque matériau va nécessiter... Effectivement. Alors justement, tu parles de matériaux. Tu remarqueras, en tout cas, sur ces deux premières expériences, comme l'atelier du peintre Trio ou l'atelier du sculpteur Bourdelle, au musée Bourdelle sur Montparnasse,
effectivement, sont des matériaux, on, on va dire, vivants, où c'est de la matière noble. On n'est absolument pas sur du métal, on n'est pas sur du verre, on est sur du bois, on est sur de la pierre. Et je dirais que pour la photogrammétrie, c'est l'idéal. C'est l'idéal. On est dans quelque chose qui est irrégulier, on a des imperfections, mais naturellement, je dirais, par le bois, par la pierre, par la matière. Donc, c'est aussi pour moi une des raisons qui m'a fait choisir de travailler sur des aspects de valorisation du patrimoine. Bien sûr. Parce que techniquement, c'est plus simple à gérer que de travailler sur la reconstitution de laboratoires ou de lieux hyper techno. Voilà. Okay. Louis, tu avais une ça, question? important. Ouais, pourquoi est-ce que c'est plus simple de travailler sur des matériaux comme le bois ou la pierre que sur de la verrerie de laboratoire, par exemple? Ben, je dirais que voilà, la photo est plus simple à réaliser. On a plus de facilité à obtenir des bonnes photos exploitables pour de la photogrammétrie que si on faisait autant de photos dans un labo ou dans un lieu de type salle de chirurgie, par exemple, avec énormément d'inox, énormément de reflets, beaucoup de lumière. Voilà, donc en fait, le choix des sujets c'est fait aussi par la facilité de capter des photos exploitables pour ce fameux logiciel de photogrammétrie. Ouais. Et ce qui est passionnant là-dedans, hein, et c'est pour ça que je la suis depuis le début de la photogrammétrie, c'est que, et tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Frédéric, mais Oui. on est exactement sur les mêmes, sur la même technologie que ce qui vous permet maintenant, enfin que ce qui permet au grand public maintenant de faire du tracking inside out, à savoir donc avec les casques et les caméras. C'est beaucoup moins poussé, mais en fait, faut savoir que l'algorithme, le soft derrière, en fait, va faire des nuages de points. Il va prendre tous vos angles, tous vos arêtes, créer un point à cet endroit-là. Et à partir de là, bah, c'est juste, enfin, le tracking inside out tel qu'on le connaît, bah, c'est juste la superposition des points. C'est-à-dire que si il a des points en tête, s'il arrive à superposer les points, c'est qu'on est exactement au même endroit. Et pour la photogrammétrie, bah, c'est exactement le même principe, mais avec des photos. C'est-à-dire que vous pouvez les prendre un petit peu de n'importe quels angles, n'importe quel... et voilà. Et comme ça, il va reconstituer la 3D. Donc c'est exactement la même technologie. Et ce qui est fascinant, c'est que moi, j'avais des gens en 2016 qui me disaient, mais la photogrammétrie, j'y crois pas. Il y a trop d'ennemis. Justement, c'est trop perturbant, trop voilà. Et moi, j'étais là à leur dire, mais regardez, on a Windows typiquement qui va commencer à créer du tracking inside out et c'est de toute façon l'avenir de la VR. Donc cette techno ne peut qu'aller en s'améliorant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que j'ai exactement la même approche, ou en tout cas la même perspective depuis 2016, même si les ennemis sont nombreux. Je dirais qu'aujourd'hui, la photogrammétrie permet de couvrir entre 60 et 80%, on va dire, des sujets. Voilà, des besoins. Derrière, pour être à 100% et pour avoir un objet 3D propre, exploitable, il nous faut impérativement coupler avec d'autres moyens ou d'autres ressources. Alors, ces compléments, ça va être de la lasergrammétrie. Donc, on va pouvoir éventuellement compléter avec une captation laser. Aujourd'hui, on a des gammes de lasers portables. Donc, ça, c'est un faisceau laser qui est balancé tout autour d'une zone pour prendre l'empreinte numérique avec de la photo également d'un objet ou d'un lieu. Donc, on va compléter avec du laser, des lasers terrestres de type Faro ou Artec, qui sont faits. Distance. Alors là, encore une fois, l'approche en termes de manipulation de ces appareils est vraiment différente de la photogrammétrie. Okay. Donc, on va travailler par point, mais l'idée est d'avoir les vues les plus ouvertes possibles. Donc là, encore une fois, c'est vraiment une techno particulière, hein, la lasergrammétrie. Okay. On va compléter avec du nuage de points que justement génère cette lasergrammétrie. Et les mèches issues de la photogrammétrie, avec Reality Capture, vont pouvoir être couplées, en tout cas dans nos projets sur Reality Capture, on peut coupler des jeux de données issus de photos et des jeux de données issus de laser. Voilà. Donc, ce pourcentage restant je dirais, de 20%,
c'est de la lasergrammétrie, mais c'est aussi et surtout un travail d'infographiste, parce qu'il y a un gros travail derrière de comblage, de trous, d'irrégularités qui vont être reprises par des infographistes. Donc c'est en cela, et je rejoins un peu le discours que j'avais en tout début de présentation, c'est là qu'on a besoin de compétences vraiment complètes, quoi. Même C'est vraiment si pluridisciplinaire. d'automatiser, on a encore, et on le fait depuis entre 2016 et aujourd'hui, je travaille sur les mêmes bases, mais on automatise davantage, que ce soit à la captation ou au traitement des données en post-prod. On le fait plus facilement aujourd'hui. Et on a pu, depuis encore une fois 2016, retravailler nos process de fabrication de modèles 3D, hein, aussi bien au niveau de la captation photo que sur le traitement en post-prod. Et on a plein d'exemples derrière qui nous ont permis d'évoluer dans notre savoir-faire. Et du coup, si on suit cette logique un petit peu du coup d'évolution, pour toi, le futur de la photogrammétrie, alors on n'a pas balayé encore l'intégralité des ennemis. On va y venir, on va y venir. Ok, ça marche. Je prends trop d'avance. C'est important de parler effectivement du futur de la photogrammétrie et on est en train d'y penser dès maintenant. Mais je voudrais quand même reprendre d'autres points. Entre 2016-2018, j'ai eu le plaisir aussi, grâce à ce travail, et c'est important de dire que ce travail, il est reconnu aussi par des professionnels de la VR, et j'en suis fier, hein, effectivement. Sur Laval Virtual 2018, il y a des gens de chez Unity qui ont vraiment beaucoup apprécié ce travail fait sur l'atelier du sculpteur Antoine Bourdelle. Bon, ça m'a permis de gagner une récompense, et cette récompense me permet aujourd'hui d'avoir davantage de visibilité et d'aller sur d'autres projets. Donc il y a eu aussi cette reconnaissance d'abord des professionnels il y a 2 ans sur ce travail de photogrammétrie appliquée à la VR. Donc quelque part, ça m'a encouragé à poursuivre aussi dans cette voie et à montrer cette capacité à créer des contenus immersifs pour valoriser le patrimoine qui intéresse aussi bien les professionnels que le grand public. Donc on parle de techno, mais il faut aussi se dire que il faut que cette techno ait un écho. Et l'écho, cet écho apporté vers les professionnels de la VR, mais également. Donc ça, c'était 2018. Alors, je vais vous parler. Je me permets juste une petite aparté, Frédéric. Plus amplement pour les professionnels, donc là on parle photogrammétrie, mais pas que. Mais si on s'étend à la VR également, n'hésitez pas effectivement à passer. Alors là on parle Laval Virtual, mais il y a d'autres organismes, même si le Laval Center reste la référence absolue en termes sur le territoire français. Il faut absolument passer effectivement par ce genre de ward, de récompense en fait. N'hésitez surtout pas à comme ça challenger aussi, parce que ça permet de se challenger. Hein. Moi j'ai vu pas mal d'entreprises sur la VR pensant être innovantes. Et puis finalement, bam, en arrivant devant une dizaine de personnes, se rendre compte que finalement, pas du tout. Voilà, restez vraiment pas dans votre monde. En même temps, si vous êtes là et que vous nous regardez, je pense que c'est pas votre cas, mais voilà, transmettez bien le message et franchement, un grand bravo pour la récompense parce que déjà, c'est pas évident d'aller se confronter comme ça, surtout au Laval Virtual qui a une renommée mondiale. Et puis non, c'est vraiment cool. En espérant d'ailleurs qu'ils seront ouverts, cette année. Effectivement, je pense. Oui, vas-y. Je me permets de compléter parce que l'expérience qui a été primée, c'est Antoine Bourdelle et elle est disponible gratuitement sur Viveport pour tout le monde. Vous pouvez aller essayer cette expérience, y compris Utrio, gratuitement. Vous la téléchargez, vous pouvez essayer et vous allez voir, ça vaut vraiment le détour. On a quand même une bonne question dans le chat. Vas-y, vas-y. Ça va bien parce qu'en plus, j'y connais rien. Donc, Arke69 nous dit quand on fait intervenir un laser, est-ce qu'on a vraiment besoin de la photogrammétrie ou est-ce que c'est redondant? En fait, qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors, aujourd'hui, en ayant fait plusieurs tests de combinaison photogrammétrie, lasergrammétrie, il n'y a vraiment pas de redondance. C'est vraiment de la complémentarité, surtout lorsque les matières sont complexes à acquérir. Les surfaces de métal, de verre, alors là, vous les aurez en lasergrammétrie, alors qu'en photogrammétrie, vous les aurez pas, ou très difficilement, ou avec beaucoup de retouches à effectuer. Donc, vraiment, il faut se dire que ce sont deux technos
vraiment complémentaires. Et que avec une bonne lasergrammétrie et une bonne photogrammétrie, on peut recouvrir vraiment tous les besoins sur des sujets complexes. Je dis bien des sujets complexes. Là où on trouvera du métal et des surfaces réfléchissantes, transparentes, etc. Ouais. Et je fais écho du coup à Enfin, il y a une deuxième question de Arc, mais je pense qu'on y viendra forcément un tout petit peu plus tard. Sa question, c'était qu'est-ce que ça apporte de plus la photogrammétrie? Et ça, j'imagine qu'on va... on a déjà eu 2-3 pistes, mais j'imagine qu'on va y revenir par la suite. Alors, ce qu'apporte la photogrammétrie, c'est en gros, vous reproduisez le réel. C'est ça l'idée, vous reproduisez le réel. Donc, ce que vous vivez comme expérience en casque VR, en immersion, c'est une reproduction du réel. Voilà. Enfin, je pense que je ne peux pas être plus synthétique et résumer l'avantage. C'est bien ça, c'est qu'on est dans le volume et en interaction dans un lieu qui est reproduit. Tout simplement. Dans le milieu du gaming, c'est ce qu'on appelle le photoréalisme, le vrai photoréalisme. Oui. C'est-à-dire que voilà. Et à savoir, là je sors un petit peu de l'écosystème VR et autres, mais si vous suivez certains types de gros studios hein, dans le chat, vous savez que c'est aussi quelque chose qui est utilisé un peu moins abondamment, mais en tout cas pour créer les assets de beaucoup de jeux. Voilà. Je pense notamment. Voilà, c'est ça. Et je pense notamment aux écorces d'arbres que vous avez dans le jeu Star Wars. J'ai oublié son nom, mais enfin, voilà, l'un des plus beaux que vous ayez, c'est de la photogrammétrie. C'est comme ça qu'ils ont fait. Alors après, c'est downgradé un petit peu, mais la source en fait de l'asset, c'est vraiment ça, quoi. Il y a eu de grosses acquisitions d'Unreal, de studios spécialisés en photogrammétrie. Et effectivement, c'est une techno qui, là, depuis ces 2 dernières années, a vraiment évolue très très vite et fort dans le domaine du gaming, effectivement. Tout à fait. On a Keva aussi qui nous demande est-ce que le dernier iPhone du coup est utilisé dans le milieu et c'est vrai que j'ai pas rebondi dessus parce que voilà, mais on a parlé de lidar. Oui. Et le lidar du coup va pas forcément parler à tout le monde. Tu me dis si on aborde le sujet ou si on passe à autre chose. Mais on va en reparler tout à l'heure parce que voilà. Pour moi c'est un peu le futur qu'on est en train d'étudier en ce moment même, tout simplement parce que le dernier iPhone 12 il a 2 mois, 3 mois, donc c'est tout récent et on commence à travailler avec, quoi. Voilà, tout simplement. Et moi j'avais l'iPad Pro depuis un peu plus longtemps, mais mais c'est des super machines. Pour un professionnel, en termes de rapport qualité-prix, c'est juste extraordinaire. Un laser aujourd'hui, pour vraiment un usage professionnel, vous n'avez rien en dessous de 10 000 euros, 10-15 000 euros pour une captation lasergrammétrie. Là, vous avez un appareil qui est à 1 500 euros. Donc, on peut faire plein de choses avec. Il n'y a rien de plus précis. Il y a rien de plus précis qu'un lidar. Combiné effectivement à la photo, hein, c'est ce que tu disais. Non, le lidar reste du laser, hein, du coup. Ouais. Il faut vraiment avoir en tête de combiner. J'ai vu déjà des résultats issus de captation de lidar. Si vous allez sur Sketchfab, vous avez des très bons fils de discussion sur l'usage du lidar de l'iPhone 12 Pro avec des méthodologies, des conseils, etc. Voilà, ça c'est déjà une très bonne piste d'aller sous Sketchfab pour vérifier un petit peu et suivre les derniers usages de ce lidar-là. Voilà. Donc, j'espère que... Ouais, voilà. J'espère que ça répond en tout cas à ta question. Oui. Et on reviendra aussi aux limites, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai pu le tester en tant que dev, du coup, et j'ai 2-3 limites comme ça à énoncer, mais qui sont même en dehors de la photogrammétrie, hein, vraiment. Il y a des limites, ça c'est certain. Non, mais bien sûr, et c'est normal. Donc encore une fois, pour reboucler par rapport à ta question initiale, c'est que l'intérêt de la photogrammétrie, c'est de permettre une expérience qui soit la plus immersive possible. Et dès lors que vous êtes dans ce type d'environnement sur une base de photogrammétrie, votre cerveau il y croit, quoi. Vous êtes dedans. Donc on est dans une réalité virtuelle qui est proche du réel. Donc ça veut dire que votre cerveau il est bluffé, il y croit. Et encore une fois, l'effet déceptif là de ce type d'expérience, c'est quand on enlève le casque et qu'on retourne à la réalité. Tout à fait. Donc, pour poursuivre, voilà, l'expertise depuis 2016, ça j'en ai parlé déjà suffisamment. Je vais vous parler aussi, encore une fois, hein, j'étais vraiment très très heureux d'avoir été sollicité par Intel pour écrire un livre blanc qui a pu montrer un petit peu toutes les différentes étapes que j'ai utilisées, en tout cas que j'ai suivies
pour travailler sur la reproduction de l'atelier du sculpteur Bourdelle. Donc vous trouverez sur ce lien et également encore une fois sur le site d'Intel, sur ce lien vous tombez sur le livre blanc. Donc qui reprend toutes les principales étapes de la captation jusqu'à la création d'expériences. Et je l'ai lu, je ne savais même pas que c'était toi, mais du coup, bravo. Voilà. Parce qu'à l'époque, je l'ai lu. Je suis beaucoup intéressé. C'est un grand plaisir d'avoir pu partager mon expérience vers d'autres. Ouais. Voilà. Merci donc ça, c'est Naked Man pour le follow. Merci à toi. Merci. Technique, c'est un peu technique, mais bon, voilà, je pense que vous avez de façon assez claire et compréhensible toutes les étapes principales. Depuis la captation photo, avec quelques conseils, jusqu'au résultat final, via un moteur de jeu comme Unity ou Unreal. Donc voilà, ça c'est un point important de rappeler ce livre blanc fait pour Intel. Alors, depuis 2019, eh bien, il s'est passé pas mal de choses grâce à ces récompenses, grâce aussi à ce savoir-faire. J'ai pu travailler pour une grande marque du luxe. Je peux pas en parler, mais montrer des choses sans évoquer qu'il s'agissait d'une très grande dame de la haute couture française. Donc j'ai eu ce grand plaisir de travailler pour cette marque et de faire une reproduction d'un appartement dans son intégralité. Donc j'ai fait ce travail-là avec une équipe élargie de photographes, de gens spécialisés dans la captation laser aussi, des gens de chez Faro qui ont pu m'accompagner dans cette belle aventure qui est de faire en gros la réplique numérique d'un appartement dans son intégralité. J'ai fait ce travail-là en avril 2019. D'accord. Et quand tu parlais d'équipe agrandie, là, on est sur une équipe de combien de personnes là, à peu près? Il faut, entre la partie captation et la partie développement, on est sur une bonne dizaine de personnes, voire okay. On commence à toucher les 10-15 personnes. Alors tout n'est pas fait en interne, hein. Il y a des choses qui sont faites en interne, mais j'ai aussi pas mal de gens autour de moi qui m'accompagnent dans ces différentes tâches. Voilà. Okay. Donc là, on est dans un appartement qui fait grosso modo 100 à 110 mètres carrés, avec beaucoup d'ennemis, Cédric. Beaucoup d'ennemis. Ah bah ça, je veux bien te croire. Hein. Moi, je vois des lustres, je vois de la verrerie, je vois des reflets un peu de partout. Ah là. Mais oui, mais là, je dirais qu'en termes de difficulté, on est bien loin des ateliers que j'ai pu présenter précédemment, tout simplement. Voilà. Parce qu'il y a déjà eu un gros gap de passer. Parce qu'il y a du reflet, il y a du métal doré, donc beaucoup de difficultés. Et je dirais que là, les seules solutions, c'est de refaire un travail par infographie et d'utiliser les textures en plaquage, en fait. On vient récupérer les textures issues de la photo et on les plaque sur les objets qui ont été remodélisés. Parce que quand on n'a pas d'autre solution, on n'a plus que celle-ci. Ouais. Typiquement, là, j'imagine, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais si je prends la photo, là, donc, qui est en bas à droite, toute la partie miroir, du coup, j'imagine qu'une fois le mesh recréé, vous l'avez découpé et vous avez recréé une surface réfléchissante sur Unity, j'imagine. J'imagine que c'est le plus simple. On a travaillé comme ça sur un précédent projet sur Utrio. On avait un miroir, on a effectivement fait ce travail via effectivement Unity de réflexion. Mais je dirais que là, cette pièce-là, honnêtement, on a eu de trop grandes difficultés et on a décidé de faire un rendu 360. D'accord, ok, ça marche. Clairement, on est là. Tu parlais de limite, encore une fois, on est à la limite de ce qu'on peut faire en photogrammétrie. Voilà, aujourd'hui, on sait. Mais ça évolue, hein. Mais parce qu'en plus, ce qui est complètement fou là, et c'est vraiment pour ça que j'insistais là-dessus, mais là, on a un miroir qui se reflète dans un autre miroir. Hein. C'est-à-dire que je parle toujours de la photo en bas à droite. Hein. C'est un casse-tête phénoménal, effectivement. Hein. Alors, ceci dit, sur la partie photo, j'ai la chance vraiment de travailler avec quelqu'un qui est excellent en photographie 360 et gigapixels. J'en parlerai un peu tout à l'heure. C'est qu'une photo 360 gigapixels, finalement, c'est une photo qui fait 50K, c'est-à-dire 50 000 pixels par 25 000 pixels. Et ce photographe, il a été capable, dans cette pièce-là et dans toutes les autres, de me tirer 2 à 3 points de vue en 360 gigapixels. C'est-à-dire qu'on a un rendu exceptionnel dans la profondeur. Et qu'avec ce système, effectivement, de reflets et d'image, dans l'image, il m'a dit qu'on pouvait quasiment acheter
jusqu'à plus de 100 mètres D'aller-retour. D'aller-retour. D'accord, Ouais, de tout à fait. rebond, ouais. D'accord. Ouais, exactement. Et Ouais, c'est non, ce qui a été le cas pour cette pièce-là. Donc, tu as cette problématique de réflexion miroir par miroir, mais on a aussi des détails extraordinaires dans tout le bois, oui. les boiseries, d'une richesse vraiment fabuleuse. Donc, le client a été content du résultat. Il est content du résultat. Et c'est le principal, même si j'imagine que ça a dû être un Ouais. sacré défi pour tes équipes. Oui. Ah bah là, c'est de la R&D. Hein. On fait de la R&D, même encore maintenant. Hein. C'est en permanence. Donc voilà, très beau sujet qui m'a permis, encore une fois, d'améliorer ce savoir-faire, d'aller plus loin dans l'usage de filtres, hein, parce que sur une pièce comme ça, Cédric, il te faut des filtres pour éviter trop de réflexion, trop de lumière. Donc il y a des pièces qu'on a dû faire à 3 ou 4 reprises, hein, parce que la première prise n'était pas correcte. On était obligé de tout refaire avec des filtres pour assombrir la luminosité. Hein. Et puis il faut aller vite, j'imagine. Dans un appartement comme ça, il faut aller très très vite, parce que si on laisse dépasser 1 heure, les ombres changent. Et comme on l'avait dit avant, l'ombre est un ennemi crucial pour... Tout à fait. Donc voilà, on a beaucoup appris sur ce sujet-là. Vraiment. Okay. Très intéressant. Alors, l'usage ici, il est juste interne à l'entreprise en question, c'est-à-dire que c'est vraiment pas du tout destiné au grand public, c'est pour un usage de formation, c'est-à-dire que c'est destiné en gros aux gens de l'entreprise en question qui sont dans les boutiques ou dans les sièges sociaux aux 4 coins du monde pour dire, voilà, là, c'est l'intérieur de l'appartement de... et c'est là que, finalement, elle a créé la marque en question. Donc, c'est vraiment de la formation. Alors, je vais passer à la suite. Pour vous parler de ça, imagine, on leur refuse leur prime et on leur montre l'appart du patron qui est comme ça. Voilà. Bon, bref. Non, disons que c'est vraiment là où on apprend beaucoup de choses sur la marque en question. Parce que tous les objets, en fait, sont à la base de tout un tas de gammes de produits de la marque, que ce soit la couture, le parfum, la joaillerie. Faut plus voir ça comme un musée privé, quoi. Non, mais c'est ça. C'est un musée qui n'est pas ouvert au public, mais privé, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un musée privé. Et la marque, enfin en tout cas l'entreprise en question, avait aussi pour objectif de limiter les allées et venues dans cet appartement précieux. Donc cette immersion, cette expérience immersive a aussi pour objectif de réduire les visites. Et de préserver le lieu, tu vois. Donc ça a tout l'intérêt, mais en même temps, préservation. Ça marche. Alors, sujet sur lequel je travaille en ce moment, plaisir à en parler davantage, mais ça viendra très très vite. Là, je travaille pour la Réunion des musées nationaux et le Grand Palais, qui m'a fait confiance pour une expérience qui va être disponible très 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 rapidement. Là, on est en train de finaliser ce travail. J'ai eu la chance de travailler avec des œuvres, pour le coup, je peux en parler, hein, avec des œuvres très connues, des sculptures très connues, qui sont exploitées par la RMNGP. En fait, c'est l'institution qui gère toutes les œuvres, toutes les collections d'œuvres qui appartiennent à l'État français et qui sont disséminées dans tous les musées nationaux, y compris le Louvre et les autres grands musées nationaux. Donc là, vous avez la victoire de Samothrace, vous avez un tombeau des Médicis, vous avez la Dame de Brassempouille, qui est une des sculptures emblématiques de la préhistoire. Et donc, nous, on a travaillé sur la reproduction d'un parcours qui permet de voir de façon très réaliste et dans le volume, toujours, l'ensemble de ces sculptures. Voilà. Donc, ça a été un choix du client de travailler sur un décor et un environnement très design, très absolument pas en lien avec le réel. On ne voulait pas se retrouver, en tout cas le client ne voulait pas se retrouver dans un musée, mais voulait se retrouver dans un endroit complètement idéalisé, et, on va dire. Voilà. Déstructurer un peu notre notion du musée. C'est ça, ouais, tout à fait. Et donc là, on se retrouve dans une espèce de plateforme qui flotte entre la Terre et une étoile, on ne sait pas laquelle. Et dans cette structure-là, on se retrouve nez à nez avec des chefs-d'œuvre de la sculpture.
Donc la photogrammétrie, elle a été utilisée en ce sens où j'ai travaillé avec l'agence photo de la RMNGP qui a déjà modélisé un certain nombre de sculptures depuis plusieurs années. Et si vous avez l'occasion d'aller sur le site de Sketchfab, vous aurez sous le compte RMNGP, vous aurez à peu près 1 millier de sculptures qui sont déjà modélisées, qui sont accessibles via ce site. D'accord. Donc, on a, pour ce qui est de l'écriture, on a six sculptures et on va raconter en audio, en français et en anglais, avec des vidéos qui vont dire de façon pédagogique comment lire une sculpture, comment décrypter une sculpture. Donc, voilà un peu l'expérience qu'on est en train de terminer en ce moment même. Cette expérience sera visible on a fait le choix d'être sous Quest 2, uniquement sous Quest 2. Pour être avec le hand tracking aussi. En partie, effectivement. Avec hand tracking, mais également à la manette, parce qu'en tout cas au joystick, pour ne pas perdre aussi la lisibilité, en tout cas dans le mouvement. Et voilà, on a une expérience, à mon avis, qui devrait... Alors pour le coup, encore une fois, ça sera destiné au grand public, et on devrait en entendre parler sur février-mars, donc assez vite. Là, on est en train de finaliser le type de contenu. Donc photogrammétrie, très innovateur. Complètement objet, avec un décor plus infographique, mais qui vient porter un peu le sujet du parcours immersif. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est en cours de finalisation. Autre sujet plutôt intéressant, j'ai été consulté par une agence de com pour faire la modélisation du bureau de Gustave Eiffel, qui se trouve au 3e étage de la Tour Eiffel. Et là, vous avez des captations issues de Capturing Reality, j'en parlais tout à l'heure, et de Reality Capture. Et vous voyez sur les photos du haut, sur la partie haute, à gauche et à droite, vous avez des espèces d'amas, de cônes. Et si vous faites le lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, on a ici à peu près 2 à 3 000 photos prises dans des points de vue, des positions, des hauteurs à chaque fois différentes. D'accord. Et comment ça marche du coup? Parce que bon, moi, petit débutant, innocent que je suis, j'y vais avec mon petit appareil photo et du coup, je fais mes prises de vue. Puis après, je me suis dit, bon, je vais y aller avec un trépied, je vais poser le trépied, déplacer le trépied pour qu'on ait toujours à la même hauteur. Quelles sont vos techniques? Est-ce que finalement, c'est pas des racks d'appareils photo complets que vous allez utiliser ou comment ça se passe? Alors, si tu as le droit d'en parler. Hein. Bien sûr, oui. Il y a plusieurs approches. On peut être en rack où on peut utiliser un appareil unique, mais en tout cas, pour automatiser l'ensemble des tâches, on peut travailler avec des robots qui portent des boîtiers. Et vous avez tu as des marques qui conçoivent ces robots qui peuvent être programmés pour capter des photos avec telle inclinaison, tel angle, et faire une série d'une cinquantaine ou d'une centaine de photos à partir d'un même point de rotation. Ouais. Ah, ça veut dire que j'aurais peut-être trouvé une utilité au robot Pepper qu'on voit dans les pubs Renault. Formidable. Et tu rigoles, mais franchement, il y a des possibilités d'utiliser des robots à d'autres fins, et pourquoi pas, y compris ce type d'usage. Moi, j'y réfléchis. Hein. Ouais, complètement. Non, mais moi, je suis entièrement d'accord. Et ouais. Parce que finalement, l'automatisation, tu peux la programmer sur un même point de vue. C'est-à-dire, si tu vois les espèces d'amas en forme de boule de neige, finalement, ça, c'est une série de 70 photos. Là, sur un amas, tu as entre 60 et 70 photos qui sont prises par le robot. Donc, tu comprends que là, sur un point unique, sur un point de vue unique, tu as toutes les photos prises dans toutes les directions à partir d'un point central. Donc, derrière, il suffit juste de déplacer le trépied et de me faire modifier la hauteur à différents endroits de la pièce. Et on se retrouve avec différents amas de photos à différents endroits de cette petite pièce. Et j'ai l'impression, en regardant ta photo de gauche par rapport à celle de droite, celle de gauche, on a l'impression de voir vraiment des lignes de prise de vue. Exact. Est-ce que tu fais un espèce de quadrillage très précis de la pièce, genre je fais toujours 1 mètre d'espace entre chaque prise de vue, ou c'est un peu plus au jugé de ce que je veux faire? Alors, effectivement, Louis, tu as bien noté, on a travaillé avec des rails.
et sur lesquels on a fait varier la position d'un appareil photo. Donc on a bien des rails. En fait, on vient combiner différents types de captation. Il y a une captation robotisée, donc ce qui explique les amas qui ressemblent à des boules de neige. Il y a des photos qui sont prises par des rails, donc ce qui explique les lignes horizontales que vous voyez à différents endroits. Et on a aussi cette combinaison avec des photos qui sont prises un peu à la volée. On travaille aussi à la volée. Alors, okay. Là, on est dans un cas très spécifique parce que ce bureau, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, si vous êtes monté jusqu'au 3e étage de la Tour Eiffel, déjà, on ne peut pas y rentrer. Et ce bureau est très petit, vraiment très, très petit. Il y a très peu de place. Et je dirais qu'il y a vraiment une grosse difficulté par rapport à des pièces rectangulaires comme les ateliers dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on s'est retrouvé face à une difficulté de mouvement. Et on n'a pas pu être dans une méthodologie vraiment très précise, comme je l'aurais souhaité, c'est-à-dire faire quelque chose qui ressemble à ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo de début. C'est-à-dire qu'on a été obligé vraiment d'aller là où on pouvait poser l'appareil photo. Et on n'est pas forcément super satisfait du résultat, mais je dirais que c'est vraiment lié à l'architecture intérieure de la pièce et la difficulté de circuler dans cette pièce. Oui, puis il y a une focale. Il y a une focale obligatoire sur les appareils photo. Enfin, je veux dire, et très clairement, si tu, enfin, c'est quoi le minimum en termes d'appareil photo? Enfin, je veux dire, mais parce que si on passe sur du grand angle ou autre, bah, on dénature en fait la photo. On vient lui donner une forme, et ça, les logiciels, en tout cas, l'interprètent encore. Ouais, ils l'interprètent très mal. On est sur des focales vraiment moyennes, hein, ni trop courtes, mais vraiment moyennes. Pas de l'ouverture. Trop importante. Ouais, mais voilà. Donc vous avez minimum 1 mètre entre l'appareil photo et ce qui vraiment va être capté, quoi. Donc c'est vrai que sur des pièces très très exiguës, ben, ça peut être effectivement un souci. Après, l'idée c'est surtout dans le mode de captation. Moi, sans être un grand photographe, j'ai vu que sur des réglages, finalement, il fallait être net partout, c'est-à-dire ne pas avoir de flou ou que ce soit. L'idée, c'est d'être net partout. Alors, que ce soit premier plan ou en arrière-plan. Il faut être net. C'est-à-dire c'est du format paysage. On est sur du paysage à chaque fois. Puis là, on oublie l'effet bokeh, on oublie surtout tout ça, parce que finalement, ce que vous voulez, c'est vraiment du net sur absolument tous les plans de la photo. Oui, voilà, exactement. Important de le préciser aussi. C'est vraiment le principe. Et encore une fois, j'ai beaucoup appris via des tutos de Reality Capture, via les chaînes, la chaîne de Capturing Reality. Il y a beaucoup de tutos disponibles sur YouTube et autres. Hein. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à regarder. Qu'on fait un calendrier. Ils ont fait un calendrier de l'Avent en plus qui était génial cette année. Enfin, chaque jour, ils offraient un tips, une vidéo. Enfin, c'était formidable. À suivre sur LinkedIn. Ces derniers mois, il y a eu des belles conférences et des conférences très sympas sur le sujet. Hein. Avec des partenaires à eux, mais vraiment, ils sont très très pointus et de très bons conseils. Et du coup, par rapport aux contraintes, parce que là on parle un peu des contraintes, moi j'avais une question sur le positionnement, c'est-à-dire comment est-ce que tu fais pour relever le positionnement de ton appareil photo au fur et à mesure que tu le déplaces, quand tu n'es pas sur un robot ou un chariot qui eux vont pouvoir te donner un incrément et une position naturelle. Ouais. Bah, écoute, que ce soit en manuel ou en automatique, à partir du moment où tu as un point de vue, l'idée c'est de basculer sur un trépied suffisamment manipulable, de basculer sur une vue en plongée ou contre-plongée ton appareil, et ensuite de faire varier tes angles. Donc c'est très fastidieux, mais il n'y a que ce moyen, en tout cas en manuel, il n'y a que ce moyen et cette méthodologie à suivre pour être hyper méthodique et balayer tous les angles de vue possibles. Si tu es au milieu de la pièce, tu vas quasiment tourner à 360 sur différents niveaux d'inclinaison, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Hein. Et c'est là où tu peux te retrouver facilement sur un même point de vue avec 20, 30, 40, 50 photos. Donc ça va... C'est un gros boulot. Utrio, ça a été pour moi une journée de travail. Bourdelle, ça a été 2 jours plein de travail. On s'en sort avec plusieurs milliers de photos. Hein. Plusieurs milliers de photos. À dérocher, ça doit être... Enfin, après c'est le logiciel qui en déroche une grosse partie. Mais, Exactement. Le logiciel sait faire le tri entre les bonnes et des mauvaises photos. Il le fait de façon automatique.
avec des aides derrière, d'alignement, etc. Mais voilà, il y a un bon traitement. Ouais, tout à fait. Ouais. Et avant de passer aux deux questions d'Arc et d'Illusion, pardon, VR, moi j'en avais une. À mon époque, et avec déjà une petite centaine de photos, dont j'utilisais un reality capture également, c'était un temps de traitement déjà colossal. Ouais. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup vous procédez avec des fermes de rendu, des serveurs dédiés parce que sur un PC lambda, j'imagine qu'il doit prendre cher, très cher même. Oui. On a déjà fait des tournées, tournées des PC même bien équipés, hein, en RTX 2060, 2070 ou autre, ou plus à plus de 48 heures de traitement de bout en bout, ou même davantage. On est sur 3 jours parce qu'on lui donne effectivement plusieurs milliers de photos, donc ça peut aller loin. Ouais. Et puis ça bug, et puis ça crache, et puis il faut relancer, et puis ça arrive, voilà, ça arrive. Donc il faut relancer. Mais bon, on arrive toujours à avoir des résultats. Ouais, il n'y a pas encore de piste d'amélioration, ce que tu évoques, hein, travailler avec des serveurs. Oui, bien sûr. Hein. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, mais il faudrait soit qu'ils les exposent eux-mêmes, ou alors bosser effectivement sur les... Enfin, ouais, après, c'est les notions de calcul déporté ou autre, effectivement. Je crois qu'ils avaient ça dans leur roadmap, mais après, c'est... Ouais. Après, ils le vendent aussi, hein, donc ça coûte très cher de passer chez eux en cloud. On a Arc qui revenait sur les robots. Et c'était effectivement intéressant de voir, parce que effectivement, un robot, du coup, avec un moteur pas à pas, on pourrait savoir exactement combien de distance il a parcouru et le rajouter, en fait, dans ces calculs. Bon, la complexité que j'en vois, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais la complexité que j'en vois, c'est qu'elle n'est pas nôtre. C'est au niveau du logiciel. C'est-à-dire que le logiciel devra prendre en compte, parce que là, à l'heure actuelle, au niveau des photos, il prend absolument tout ce qu'il y a dans les métadatas des photos, donc que ce soit la focale, l'angle, bref, il prend absolument tout ce qu'il y a. Mais par contre, il faudrait rajouter ces données-là et du coup que le logiciel puisse les interpréter. Donc, à mon sens, c'est pas de notre côté, mais ce serait plus au logiciel en fait de les incorporer, quoi. Oui. Alors, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire. Moi, je fais confiance à la qualité initiale des photos. Je pense qu'il n'y a pas forcément de données à D'accord. La qualité des photos, vraiment, est primordiale. Par rapport à... Bon, je pense que tu as vu certains tutos de reality capture, il y a un travail d'alignement, important, de reprise des données. Mais je pense que dans certains cas, avec une bonne captation faite dans de bonnes conditions, on peut avoir de très bons résultats. Hein. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, tout dépend du lieu, tout dépend des conditions et des ennemis dont tu parlais tout à l'heure. Hein. Moi, je pense que vraiment, tu l'auras compris, il y a énormément de facteurs et de critères qui rentrent en ligne de compte. Moi, je me focalise plus sur les conditions de captation, parce qu'on a vu, par exemple, là, pour le coup, là, sur Gustave Eiffel, on n'a pas été satisfait parce qu'on n'avait pas assez de marge de manœuvre pour circuler, pour poser notre appareil. On avait un meuble à chaque fois derrière nous, on avait vraiment très peu de surface pour poser nos trépieds ou le robot. Donc ça a été compliqué, vraiment compliqué. Et c'est en cela que, justement, dans certains cas, il nous faut des appareils plus petits, plus facilement manipulables, plus légers. Donc c'est là qu'on regarde plus activement vers du smartphone. On en reparle juste après. C'est ça, du coup, j'en profite. Et je m'étais posé la question. Ouais. Ah bah vas-y Louis. Je passerai derrière. Du coup, je me pose la question, je saute dessus, en mode, est-ce que le lidar d'un iPhone 12 Pro aurait pu te faciliter la vie et te permettre d'avoir le même résultat sur ton expérience Gustave Eiffel? Oui, je pense. Avec le recul, je pense qu'il aurait été intéressant de venir avec ce type d'appareil. Mais pas seulement. C'est-à-dire que ce type d'appareil est juste essentiel pour la captation, mais il faut vraiment penser à le coupler avec d'autres types d'accessoires. Et c'est en cela que
lorsqu'on couple et qu'on combine l'usage de ce smartphone avec un robot, vous avez des accessoires très intéressants de chez DJI, je ne sais pas si ça vous parle, pour du stabilisateur de smartphone, du Osmo ou du Ronin, par exemple. Donc là, ça devient intéressant de faire cette combinaison appareil captation, bon, l'iPhone en question, plus d'autres outils derrière, comme du robot de télésurveillance. Hein, on l'évoquait tout à l'heure, Cédric. On peut envisager de coupler un smartphone, vu son poids qui est extrêmement léger, avec un robot de télésurveillance qui permet, grâce à son bras, une vue contrôlée à distance, en hauteur, en rotation et en inclinaison. Hein. Ouais, non, mais complètement. Et du coup, on répondra à Délusion VR aussitôt après. Justement, c'était sur la partie mobile, donc je pense qu'on l'évoquera juste après. Mais moi, je m'étais posé la question quand j'avais fait mes tests. Après, encore une fois, hein, c'est question de débutant. Hein. Mais je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas une vidéo finalement? Parce qu'une vidéo, enfin, je dis une connerie, hein, mais une vidéo prise à 120 frames par seconde en 8K, on se dédouane complètement de la notion de temps. C'est-à-dire que du coup, ça va vraiment être pris dans un temps très très court. Donc les ombres, la luminosité restera la même tout le temps. Enfin, je veux dire, j'imagine que c'est quelque chose qui vous a aussi... Oui, on a testé la captation vidéo. Effectivement, on a la chance, encore une fois, d'avoir des smartphones qui captent à des fréquences et des résolutions extraordinaires. Donc, on s'en prive pas. Donc, on teste, puisqu'encore une fois, Reality Capture permet l'intégration de vidéos. Donc, je dirais que en photo, on maîtrise davantage comment dire, j'ai une préférence pour la photo. Voilà, j'ai une préférence pour la photo par rapport à la vidéo. Parce qu'on choisit les angles, je dirais qu'il y a une réflexion et une méthodologie peut-être plus simple à mettre en place en photo, même si ça prend plus de temps, par rapport à une vidéo. Mais j'ai fait cette comparaison. Encore une fois, tout dépend encore ce qu'on veut faire, si on veut faire de l'objet, c'est-à-dire vraiment de l'objet à part entière, ou du lieu. Ouais, bien sûr. Mais la question se pose, hein. Et encore une fois... c'est super intéressant justement de voir ton retour. Qui sortent à l'heure actuelle et qui vont arriver encore une fois sur le marché, et ceux dont on dispose aujourd'hui, c'est juste extraordinaire, les moyens dont on dispose pour faire de la 3D de très belle qualité. Hein. Ouais, complètement. Non, puis je rejoins Arc qui nous dit dans le chat, effectivement, ça va générer un flou de mouvement, ça va générer beaucoup de choses. Hein. Non, il y a effectivement pas mal de choses à traiter. Moi, à l'époque, hein, pour rien vous cacher, je m'étais dit, je vais passer ça dans un petit serveur autre qui va me faire de ma vidéo du frame par frame, hein, et me sortir vraiment un PNJ par frame. Et honnêtement, ça n'avait pas marché, effectivement, parce que caméra 30 FPS et que j'en avais demandé un peu trop. Enfin bref, j'avais fait les essais, c'était pas très concluant. Mais ouais, je comprends complètement le fait de dire, voilà, avec la photo aussi, tu vas pouvoir insister vraiment sur les éléments que tu sais clés. Oui, c'est ça. Et puis peut-être un petit peu moins sur d'autres. Donc au final, gagner aussi en temps de traitement, quoi. En temps de traitement, et puis il faut pas oublier aussi le modèle économique de Reality Capture. Aujourd'hui, c'est du pay per input. Donc, il faut pas non plus être trop open, à mon sens, hein, et en termes de données d'entrée, parce que le coût se fait par le nombre de photos qu'on lui donne à l'origine. Donc, mieux vaut aller sur les photos, on va dire, essentielles à la construction d'un modèle 3D et pas multiplier par 10 ou par 100 le nombre de photos, alors que peut-être qu'une centaine suffisent. Pour un objet, je parle. Le compromis est toujours difficile à trouver. On ne sait pas si on en a fait de trop ou pas assez. C'est un peu la problématique de la photogrammétrie. On ne sait pas quel est le juste milieu. C'est vraiment le retour d'expérience qui te fait sentir le juste milieu et le bon nombre de photos ou de points de vue par rapport à un objet, que ce soit un objet manipulable ou un lieu. Ouais, ou carrément un lieu. Ouais. Et en termes de coût, alors je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais en termes de coût, si on compte,
je me mets à la place voilà, des professionnels qui voudraient t'avoir du coup en prestataire. Ouais. Pour une pièce comme, donc, admettons la petite pièce effectivement de Gustave Eiffel, enfin, pour une reproduction de ce type, faut compter dans les combien? Enfin, il a fait très très grosse maille, hein, mais c'est juste Oui. pour avoir un ordre d'idée. Euh, Généralement, j'aime bien poser cette question parce que les gens ont tendance à se dire que c'est complètement inaccessible, typiquement. Alors que finalement, peut-être pas tant que ça. Alors, je pense qu'il faut vraiment dissocier déjà la copie numérique, la modélisation de ce qu'on va en faire derrière. Il y a vraiment deux Bien sûr. sujets. Le premier Ouais. sujet qui est la modélisation. Donc, tu vas venir avec ton équipe, avec le matériel, tu vas faire tes photos, ça va te prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et après, je dirais, on est un peu comme des géomètres, hein, ça dépend de l'espace, ça dépend du volume, ça dépend des surfaces. Tout à fait. Voilà, donc ça sera vraiment complètement déjà en lien avec le volume de la pièce à numériser. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça va être en fonction de sa difficulté. Et on l'évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on va avoir affaire à des surfaces réfléchissantes, du métal, ou plutôt du bois ou de la pierre, sachant que derrière, dans cette partie modélisation, tu auras la post-prod qui sera plus importante lorsque tu auras affaire à des limites ou à des difficultés, et moins de travail de post-prod quand tu auras de la pierre ou des matériaux de type bois. Voilà. Donc je dirais que c'est toujours un... on a des fourchettes, hein, mais il y a tellement de paramètres, encore une fois, de surface, de difficulté. Bon, aujourd'hui, on est dans des budgets qui peuvent être pour une pièce entre 5, 10, 15, 20 000, mais encore une fois, tout dépend. Oui, ça peut aller du simple au double, sans problème. Mais on part sur des fourchettes, et on a déjà des enveloppes je dirais vraiment par mètre carré quelque part. Quasiment, on pourrait en arriver là. Ça marche. Non, mais au moins comme ça donne effectivement un ordre d'idée. Voilà, c'est la partie acquisition. Acquisition qui va aller jusqu'à la livraison d'un modèle 3D qui va être exploitable, parce qu'il faut qu'il soit exploitable selon l'outil de diffusion, selon le sujet. Est-ce que ça va être un casque autonome? Est-ce que ça va être un casque filaire? Bon, maintenant avec le Link, tout va beaucoup mieux qu'avant. Mais en tout cas, voilà, c'est quel est le moyen de diffusion? Quelle est la machine qui va être utilisée pour exploiter le modèle? Bon. Donc, il y a aussi ce sujet qui rentre en ligne de compte. Est-ce que couplé à des algorithmes, alors comme ceux de Google Sorat notamment, je ne sais pas si c'est des choses que vous utilisez, qui sont un espèce de mi-chemin, c'est-à-dire que tout ce que vous allez voir en arrière-plan, typiquement dans une application ou dans un jeu vidéo, va être sur un effet comme ça d'illusion, basé justement également, lui, sur la photogrammétrie. Est-ce que c'est des choses que vous utilisez typiquement ou peut-être pas encore? Est-ce que ça viendra? Ça, j'en suis persuadé. Mais... Oui, ça fait partie des sujets effectivement qui sont en réflexion aujourd'hui. Celui-ci comme d'autres, parce qu'il y a énormément d'évolutions, que ce soit logiciel en termes d'algo ou en termes de matériel. Il y a tellement d'évolutions dans tout un tas de directions différentes. D'où, encore une fois, l'intérêt de travailler avec des gens qui soient vraiment compétents dans leur domaine à chaque fois, et qui puissent aussi, chacun à son niveau, faire de la veille et être à l'écoute des innovations qui, encore une fois, vont très très vite en ce moment. Hein. Très très vite. Ouais, complètement. Du coup, terminer de balayer le doc, et après on parlera des technos qui sont en réflexion. Un autre sujet en cours aujourd'hui autour de la maison Victor Hugo à Guernesey. Donc on attend juste que ça puisse être accessible, d'aller à Guernesey, parce que c'est pas simple, hein, de faire une captation de cette maison où a vécu Victor Hugo une quinzaine d'années. Louis en parlait tout à l'heure. Si des gens sont intéressés, voilà, on travaille pour une version de l'atelier Bourdelle. On a fait un portage sous Quest. Donc, grosso modo, ce que j'expliquais tout à l'heure et ce qu'on a fait en 2018 pour casque filaire, on l'a porté aujourd'hui pour casque autonome, en l'occurrence Quest. Voilà. Avec des améliorations de type end-tracking, ce qu'on pouvait bien sûr ne pas faire en 2018. On le fait aujourd'hui avec le Quest. Et ça marche très bien. Ça marche vraiment super bien. Et cette APK-là,
le lien. Voilà, le lien est là pour le télécharger. Elle est disponible gratuitement. On est en train de faire une C'est sur quelle demande. plateforme? Ah oui, non, c'est une APK du coup qu'on télécharge chez vous. Il a toutes les plateformes, Voilà. tous les Oculus, enfin PCVR et casque autonome Quest. Tu dois même pouvoir aller pour les rares qui auraient des Pico à la maison. Il se trouve sur le store Pico, donc tu peux. Il se trouve sur le Viveport, donc tu peux le télécharger sur un Pico aussi. Donc, ça marche. Ok. Ça, c'est la version Quest. Il y a effectivement, Louis évoquait tout à l'heure la version Viveport. Donc, c'était à l'origine pour casque filaire. Là, c'est la version complètement casque autonome. D'accord, ok. Avec hand tracking. Donc voilà, j'ai fait 2-3 petites copies d'écran pour montrer que voilà, le hand tracking fonctionne. On se téléporte en portant la main devant soi et en faisant des bonds virtuels d'un endroit à l'autre et en pouvant encore une fois manipuler des objets comme des photos sur l'image en bas à droite et pointer vers des œuvres et afficher un petit cartel qui viendra expliquer le nom de l'œuvre, par exemple. Et ça, j'ai envie de vous dire, que ça soit votre cam ou pas, l'exploration comme ça de milieu 3D, même si vous êtes un très gros joueur, passionné des FPS, là où il y a beaucoup de sang et autres, faites un tour vraiment sur ce genre d'application et ne serait-ce que pour vous rendre compte en fait de ce que ça donne in-game et également pour si c'est vraiment juste le jeu vidéo qui vous passionne, également pour vous donner un petit peu ce que sera l'avenir en fait du jeu vidéo parce que là on y est. On en parlera peut-être après si on a le temps, mais effectivement, c'est tout un pan de la génération d'assets qui débarque comme ça dans le domaine du jeu vidéo et du divertissement et du FX de film et enfin bref, tout le monde de la 3D du coup qui est révolutionné par cette technique. Justement, je rebondis sur du temps. Ouais. Il va falloir qu'on conclue puisqu'on on a la prochaine émission qui va commencer dans une dizaine de minutes. Donc, le temps qu'on fasse les petits points techniques. Mais vas-y, à toi. Et on a Arc, du coup, je me permets de juste te dire, parce que effectivement c'est plutôt cool, qui vient de tester du coup pendant qu'on faisait le meet-up, l'application sur Quest, via donc et qui disait donc c'est superbe et ouais complètement. Mais enfin bien joué Arc de tester, c'est cool. Merci. C'est cool. Vraiment pour conclure, je crois qu'il y a un boulevard pour la 3D photoréaliste temps réel, déjà d'une part. Donc, le savoir-faire de captation, d'acquisition, d'optimisation pour aller ensuite sur différents supports. Oui, je pense une vraie évolution pour les années à venir, que ce soit vers le gaming ou vers des expériences audiovisuelles, de type audiovisuel, mais sur un format 3D. Donc, quelque chose de complètement innovant, quelque part. Tu parlais du secteur audiovisuel. Le secteur audiovisuel est fortement impacté par le gaming et le secteur du gaming est aussi impacté par l'audiovisuel puisqu'on vient avec des technos qui sont issus de la photo là. Donc on est dans une espèce de mélange de technologies qui fait que les expériences au final, que ce soit côté gaming ou côté audiovisuel, sont de plus en plus immersives, de plus en plus réalistes. Voilà, moi c'est un peu ma perspective pour les années à venir et c'est ce qu'on est en train de construire en ce moment. Ah non, puis c'est des nouveaux métiers effectivement qui n'existent pas encore vraiment, j'ai envie de dire, parce qu'on ne fait pas de la photo, effectivement, de la photo artistique comme on fait de la photo pour photogrammétrie, et du coup c'est une sorte de spécialisation. Exactement, c'est très technique. Super important. Très technique, ouais, tout à fait. Et en même temps, c'est normal, parce qu'il faut bien comprendre aussi comment le soft réagit derrière, comment ça fonctionne, si on veut faire la meilleure des photos. Et donc on retire un petit peu cet aspect artistique dans la prise de photo, parce qu'on est vraiment dans le on cherche les arêtes, on va chercher vraiment les points, la netteté, et ce genre de choses, et on la rajoute en fait dans la partie modélisation pour le coup, pour venir embellir et l'afficher. Et comme tu dis, il faut que nos photographes discutent avec nos infographistes, et c'est ce qu'on a besoin de faire. On a besoin que l'ensemble des équipes discutent entre elles pour savoir les besoins de l'un de l'autre. Ouais. Et là, c'est deux mondes. Construire quelque chose qui soit cohérent et qui permette une expérience de qualité derrière. Ouais. Comment on travaille d'ailleurs avec ce genre d'équipe? Parce que là, on est d'accord que de chef de projet à chef de projet, du coup, on est d'accord que c'est deux mondes qui s'affrontent. Enfin, c'est deux mondes qui s'opposent, qui doivent discuter entre eux quand même. Enfin, ils parlent pas le même langage. Ils sont très curieux des résultats et je pense qu'ils
bon, il faut vraiment que tout le monde se mette d'accord et s'entende, et ça demande du temps, c'est normal, mais on y arrive parce que je pense que la plupart sont très curieux de l'usage d'un côté de la photo vers un usage gaming, et les gens du gaming, du développement gaming, sont très intéressés aussi d'utiliser cette matière-là qui n'est pas une matière habituelle pour eux. Ah ouais, non, tout à fait. Mais du coup, en termes de méthodologie, vous utilisez des méthodes enfin, particulières ou genre, je pense aux différentes solutions que peuvent proposer l'agilité, par exemple, le système Ouais. itératif, ce genre de choses, ouais. Ah, complètement, c'est presque Ouais. intuitif. On est dans des allers-retours Hmm. permanents, Ouais, permanents. complètement. Ouais. Même pour construire une appli pour un client aujourd'hui, c'est que de l'aller-retour. C'est usant d'ailleurs, mais il n'y a pas d'autre méthode parce que, Ouais. encore une fois, nos interlocuteurs sont en découverte, donc ils ne savent Ouais. pas les possibilités, et j'irais même jusqu'à la diffusion et la distribution, mais c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre Ouais. sujet. Et comment on fait pour traiter de la 3D avec un client qui, lui, ne s'y connaît pas? Parce que moi, je te donne un exemple, je te donne un exemple concret. Déjà, rien qu'en développant des applications de formation Mhm. pour les gens, c'est très très compliqué de poser enfin, de poser dans la tête du client à peu près le rendu qu'il va avoir. Ouais. Mais nous, on parle pas de photoréalisme. On parle vraiment de, voilà, jusqu'où Oui. on va aller en degré de polygone et compagnie. Euh, pour toi, c'est encore un cran au-dessus, c'est-à-dire que typiquement, bah, forcément, en photogrammétrie, on va parler de photoréalisme. Mhm. Et comment est-ce qu'on fait comprendre au client que, bah, effectivement, s'il veut pas la moindre déformation nulle part, bah, forcément, ça va être aussi beaucoup de travail en post-prod. Donc, effectivement, c'est le simple ou double dont on parlait au niveau de la fourchette de prix. Comment est-ce que vous vous mettez d'accord, justement, malgré le système itératif, pour qu'il n'y ait pas de côté de déception au premier petite imperfection, quoi? Moi, j'ai affaire à ce type de réaction, hein, et c'est vrai que des Mhm. fois, c'est pas simple à gérer, parce qu'on peut leur dire juste à un moment donné, bah, c'est vraiment la limite, qu'on peut pas aller au-delà et qu'on est dans des process très innovants et qu'il n'y a pas de meilleure possibilité au stade du matériel à disposition ou des Mhm. logiciels ou des puissances de matériel. Donc voilà, il nous faut impérativement une post-prod conséquente. Ils Donc, arrivent à être compréhensifs là-dessus? Pas tous, j'imagine, mais en force, moyenne. force de leur répéter, de leur dire que vraiment on peut pas mieux faire, qu'on est à une Mhm. limite, oui, ils deviennent compréhensifs. Donc ça demande des échanges, ça demande du temps, et C'est ouais, de l'éducation, quelque part. ils prennent beaucoup de temps, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Il y a un travail d'éducation d'abord de son client Énorme, pour qu'il énorme, énorme appréhende. Ouais. pédagogie, mais encore maintenant, comme en 2016, on est encore beaucoup dans la pédagogie, bien sûr, encore maintenant. Ah oui, oui, Mais puis je bon, pense encore pour quelques années. les process mûrissent dans la tête de beaucoup de gens, et c'est plus facile quand même maintenant qu'il y a 4 ans, quand Ouais, même. ouais. Non, non, ça, je veux bien le croire. Et puis notamment par la démocratisation, effectivement, de la VR, hein. Il y a encore 4 ans, quand on parlait de réalité virtuelle. Et ces expériences-là et des expériences de Ouais, qualité aussi. ouais, tout à fait. Ouais. Et j'insisterai jamais assez, hein, c'est que c'est le début de la numérisation Oui, des éléments. Et quand on l'a numérisé une fois et que c'est bien fait, oui. nul besoin de le remodéliser 40 milliards de fois et autres. Donc, quoi qu'il arrive, Exactement. une application, qu'elle soit virtuelle, qu'elle soit en réalité augmentée par la suite, ou qu'elle soit même Exact. au sein d'un mobile, les gens utilisent les mêmes assets. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qu'on transmet comme message, c'est Mhm. qu'aujourd'hui, avec ce travail d'acquisition qu'on fait et d'optimisation derrière, on peut être en web VR, on peut être en VR, on peut être en Ouais, AR, on peut être sur différents formats, y compris même des écrans classiques. ouais, Donc oui, complètement. Ouais. moi j'ai bien saisi effectivement ce sujet important qui est de se dire, on construit de la matière et ensuite on exploite sur différents supports. Ouais, C'est exactement. ça. Ouais. Ok, ça marche. Et donc, c'est un système, j'imagine, où la personne est propriétaire, c'est ça, du mesh et autres. Du coup, elle paye une création, du coup, et après, elle peut le réexporter par la suite. Et En c'est vrai que oui, général, il faut qu'il comprenne ça. Ouais. travail, ce travail de réutilisation ou d'usage sur d'autres supports. On le fait pour nos clients, en tout cas, dans nos discussions aujourd'hui, oui, on aborde ces questions de multi-support, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, mais bien sûr. Ouais. Et, Ça peut être et- des maisons de vente aux enchères, par exemple, où là, il y a de la récurrence sur de l'objet. hmm, oui, oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on le dira jamais assez, mais au même titre que, attention, si demain vous montez un site, ne laissez pas le nom de domaine
appartenir à la boîte prestataire qui fait le site, bah, c'est exactement pareil pour ce genre de choses. Garder la propriété intellectuelle Les objets. Ah oui, enfin, tout à fait. voilà, garder la livraison, les sources et garder la propriété intellectuelle du truc. Voilà. Tout à fait. C'est super important. Mais je préfère le préciser parce que même encore dans le web à l'heure actuelle, j'en vois encore beaucoup. C'est Et bien de c'est le malheureux. Ouais, et beaucoup en font un business d'ailleurs. Donc, bon, voilà. Je, je, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais voilà, faites attention quand même quand vous faites ce genre de choses. Bon, messieurs, je vous propose qu'on se Oui, quitte sur ces belles paroles de faites attention aux propriétés intellectuelles voilà. et ça se paye parce que l'expertise ça se paye. Faites français, voilà. Frédéric, j'espère que tu reviendras nous voir bientôt parce que je sais que tu fais du gigapixel en 360 et ça c'est aussi un Oui, truc que on il y a d'autres voit sujets. très rarement et vraiment je pense que il y a aussi Il y a d'autres sujets. une bonne discussion à avoir là-dessus. Euh, Exactement. En attendant, merci de t'être prêté à l'exercice. J'espère que ça t'a plu. Merci à toi, Louis. Merci, Cédric. Ouais, Merci beaucoup. un grand merci, Frédéric, ça a été un plaisir. J'espère que voilà, que tu renouvelleras et que le chat aussi, vous avez apprécié découvrir ce sujet qui, je pense, pour beaucoup était de l'ordre du peut-être connu de nom, mais pas forcément dans la techno en elle-même. Donc voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Voilà, et ben, en tout cas, nous, on vous dit à la prochaine pour les gens qui nous regardent en replay sur YouTube. Et puis, ça sera jeudi prochain pour le prochain meet-up. On est encore en C'est train de ça, c'est tous caler, les jeudis. c'est ça, tous les jeudis 18h. On est encore en train de caler l'invité, mais ça va, on vous l'annonce dès que possible. En attendant, nous, on va aller tranquillement sur les news après. Bon, je pense qu'on aura du retard. 19h27 pour les Oui, news à mais ça, 19h30. bon. Jusque-là, tout va bien. Euh, Non, mais je suis sûr que Mathieu est sur les. il est Et dans les voilà, et starting en ordre de blocks. bataille, tout est fait, il est dans les starting blocks, tout est bon, grand maximum, peut-être 2 minutes de retard. Voilà. En tout cas, restez bien avec nous, effectivement, on enchaîne tout de suite avec l'émission de news, le jeudi de 19h30 à 20h30. Vous retrouverez également Lenny aussitôt après, et le let's play collaboratif en toute fin de soirée de 22h à minuit. Donc, et voilà, parce que oui, vous êtes sur une web TV et la VR chez nous, c'est au quotidien. Donc, et bien, il nous reste à vous souhaiter une excellente soirée à toi, Frédéric, et à tout de suite pour tous les autres. À tout de suite.